BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino. Et on se retrouve comme chaque semaine. Non, c'est pas ça l'introduction habituellement. Non, il faut que je dise normalement, c'est votre argent, c'est votre week-end, c'est une émission exceptionnelle. Alors, je vais pas changer les habitudes, je vais redire la même chose. L'émission est exceptionnelle parce qu'on va se focaliser sur les événements qui ont marqué la semaine. Et il y a des événements, on le disait tout à l'heure avec un de mes invités dans les couloirs, il y a des événements tous les jours, voire plusieurs par jour. Des événements qui ont un impact sur votre argent. On va en parler sans langue de bois, enfin on va essayer avec de bons coups de gueule, on espère. Mais vous le savez maintenant, c'est la tradition pour une émission exceptionnelle. Qu'est-ce qu'il faut ? Eh bien, il faut bien évidemment, bah oui, des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Elle a rejoint la team gestion de C'est votre argent récemment, nous illumine avec ses connaissances. C'est normal quand on s'appelle Marisol. Bon, elle est nulle. J'étais obligé de la faire. Ouais. On vous la fait tout le temps, non ? Non, ouais. Non, mais vous pouvez le dire, souvent. c'est nul. Moi, les gens ont l'habitude de le dire. Marisol Michel, vous êtes toujours directrice de la gestion sous mandat et de la gestion conseil. C'est très précis, hein. C'est ça qui a marqué sur votre carte de visite, gestion sous mandat et gestion conseiller chez Swiss Life Banque Privée ? Gestion sous mandat en particulier, oui. Nous, la France d'en bas, nous, les petits épargnants, les besogneux, nous, on a besoin de comprendre ce qui se passe et ce qui se pense dans les hautes sphères de la finance. Alors, on a demandé à un membre, alors tenez-vous bien, du Haut Conseil des finances publiques, du Haut Conseil des finances publiques, de nous expliquer, c'est Éric Heyer. Donc, la gestion des dépenses publiques, c'est vous. Non. Le trou de la Sécu, c'est vous. Non. Le déficit public, c'est vous. Non. Bah alors, vous êtes au Conseil des finances publiques. Il faut donner un avis sur justement les décisions prises en disant est-ce qu'elles sont raisonnables, pas raisonnables, est-ce qu'elles sont crédibles, pas crédibles. Donc Macron vous appelle et vous dit voilà, je vais lâcher 40 milliards, est-ce que je peux le faire ? Et vous dites bon, vas-y Emmanuel, vas-y Manu, fonce. Et on essaie de voir est-ce que c'est documenté, est-ce qu'il y a un financement en face, est-ce que le scénario de croissance qui est derrière est justifié. Enfin voilà, on les. Mais plus sérieusement, on vous êtes écouté, non ? Plus sérieusement, c'est comme la Cour des comptes, c'est-à-dire vous donnez votre avis et puis ça va dans un. Alors alors par rapport à la Cour des comptes, c'est rattaché à la Cour des comptes. Hein, c'est rattaché à la Cour des comptes. Parce que ouais, on a le même. C'est dans le même tiroir. D'accord. Donc il y a 4 personnes de la Cour des comptes. On est 10 en tout. Et puis il y a 5 membres indépendants. Puis il y a le directeur de l'INSEE. Et ensuite on donne par rapport à la Cour des comptes l'avis part à la Commission européenne. Et donc la Commission européenne peut toujours prendre cet avis du Haut Conseil. Il y a un Haut Conseil dans tous les États membres pour dire finalement votre Haut Conseil pense que c'est pas très crédible vos hypothèses. Veuillez revoir un peu votre copie. Et vous êtes aussi directeur à l'OFCE, toujours. Bien sûr. Alors elle est déjà, elle est loin de nous, hein. Elle est dans le monde d'après-demain, parce que moi je suis dans le monde d'après, elle c'est après-demain, elle investit sur notre santé, et puis elle veut tous nous remplacer par des robots. C'est Alice Labou, vous êtes président de Trecento Asset Management. Il n'y a personne chez Trecento, il n'y a que des robots, non ? Ah, ce serait une idée. Non, on a quand même quelques êtres humains. On est 13. Non. Mais alors c'est marrant de faire de la robotique et de ne pas avoir un robot de gestion. Ah, mais elle est bonne, celle-là. Oui, elle est très bonne. Mais vous la faites déjà ? On est en train justement de travailler à l'arrivée d'un petit robot, mais un robot compagnon qui serait dans nos bureaux et qui accueillerait les gens à nos côtés, mais avec beaucoup d'intelligence et d'explications. Non, mais c'est vrai, non, quand même, c'est bizarre de faire de la robotique et d'avoir une gestion. Des robots comme gérants. Bah oui. Oh bah non, mais nous on est très devriez gestion réfléchir. fondamentale, alors c'est un peu plus compliqué d'avoir que des robots, mais bon, qui sait. Mais par contre, on peut faire le gérant augmenté. Vous savez qu'il y a de plus en plus de sociétés qui proposent des solutions pour traiter avec du big data, le gérant. Et vous êtes une gérante augmentée ou pas ? Augmentée, nous on s'augmente mutuellement, mais ok. Voilà. Cet homme, lui, n'est pas augmenté, il est plus qu'augmenté, il a un immense mérite, il comprend l'économie, mais en plus il l'enseigne à des cancres. C'est Michel Ruimi qui est économiste et professeur à Sciences Po, et vous êtes en charge aussi des soirées de bizutage, c'est ça ? Non, c'est problématique depuis quelques années. Ah bon ? Il y a eu des petits problèmes et tout. Mais je voulais rien que simplement dire que si nous sommes exceptionnels, le présentateur est aussi exceptionnel. Oh, comme c'est gentil, il sera réinvité. Allez, on va parler de celle que j'aime. Ne me quitte pas, il faut oublier. Bah oui, elle va partir. Celle qui a incarné la stabilité en Europe pendant 16 ans, la véritable présidente de l'Europe s'en va. Je suis malheureux et je suis inquiet. Alors on va essayer aujourd'hui, malgré mon immense tristesse, de faire, et je vise Éric Heyer, le plus objectivement possible, le bilan de 4 mandats d'Angela Merkel. Alors vous remarquez que je le fais un jour
où Emmanuel Le Chypre n'est pas là parce que c'est impossible à faire avec lui. Il est tellement de mauvaise foi. Je préfère pas aborder le sujet. Éric Heyer, à vous l'honneur. Bah alors, je connais votre position et je pourrais être d'accord avec vous sur le fait que si je suis allemand et que je regarde la situation économique en Allemagne, pendant ces 4 mandats, bah, c'est exceptionnel. Effectivement, il y avait un chômage qui était 2 points au-dessus de la France lorsqu'elle est arrivée. Il est maintenant à peu près 4 points en dessous. Ils avaient à la limite de déficits commerciaux. Maintenant, ils sont largement. Ils sont à 7 points en moyenne sur son mandat. Ils ont un revenu par tête qui a fortement augmenté. Donc, d'un point de vue économique, PIB par habitant, pendant son mandat, plus de 30%, pas contre 11% pour la France. Des finances publiques équilibrées. Allez, ok, donc c'est un succès économique. On peut mettre 2 bémols. Succès économique, et on peut dire social aussi en Allemagne, non? Non, alors, social, ça serait un troisième bémol, mais les 2 bémols que je mettrais, le premier, c'est politique environnementale. Mauvais. Très mauvais. Vous voyez que globalement, l'énergie coûte plus cher. C'est le pays avec le Danemark où le prix de l'électricité est le plus élevé, et c'est le pays qui pollue le plus. D'accord ? En Europe. En Europe. Et alors, même si elle se targue d'avoir fait baisser de 19% au cours de son mandat les émissions de CO2, c'est moins bon qu'en France ou qu'en Espagne où on a baissé plutôt de 25%. Donc, d'un point de vue environnemental, c'est une catastrophe. D'accord ? Et elle n'a pas réussi, alors qu'elle a une fibre environnementale, alors que dans les G7... Le pays a une fibre environnementale aussi. Elle n'a pas réussi à... Alors, c'était plutôt l'Allemagne avant. Ça, c'est le deuxième bémol que je dirais, c'est les excédents commerciaux. C'est super quand on est allemand, mais vous voyez, quand vous avez 7 points structurels pendant 16 ans d'excédents... Mais on n'est pas bon, enfin c'est pas de la faute des bons d'être meilleurs que les mauvais. Je vais vous expliquer. C'est que normalement, s'ils n'avaient pas été dans l'euro, d'accord, on ne peut pas rester 16 ans en excédent. C'est pas possible. Normalement, votre change, votre monnaie doit s'apprécier par rapport à tous les pays qui sont en déficit. Et donc, du coup, le mark aurait pris beaucoup de valeur et donc l'excédent aurait chuté. Le problème, c'est qu'on est en euro, on est en Europe avec des pays qui étaient déficitaires et donc aujourd'hui, ils bénéficient du fait que l'euro est sous-évalués par rapport à leur valeur, et donc ils restent avec 7 points d'excédent. Et donc, pour finir, c'est un succès, mais c'est pas un modèle. Ça peut pas être un modèle, puisque 1, ils polluent. Donc, vous voyez, si tout le monde se met à faire comme eux, 2, ils arrivent à croître avec le commerce extérieur. Or, on peut pas tous croître avec le commerce extérieur, donc on pourrait pas tous être allemands, et il faudrait surtout pas qu'on soit tous allemands. D'accord. Et vous oubliez une dimension, Michel Rumi, une dimension financière quand même, parce que ce qu'omet de dire volontairement, compte tenu de sa mauvaise foi légendaire, Éric Heyer sur l'Allemagne, c'est que sans l'Allemagne aujourd'hui, on n'emprunterait pas à 10 ans à 0,15% et on n'aurait pas une banque centrale européenne qui peut racheter des dettes d'État et financer des cancres comme les Italiens, les Espagnols et nous. Je dirais que nous sommes une équipe à 19. Il y a d'excellents joueurs. On a acheté Messi, on va dire, mais pour autant, les autres sont quand même pas forcément très bons. Bien sûr que ça tire l'équipe, mais c'est pas un résultat. Je voudrais compléter le bilan de Éric en disant, en fait, il y a eu 15 ans, on va dire, d'années exceptionnelles, si on regarde les performances macro et on va dire, là, vous parlez pour l'Allemagne et pour l'Europe, on peut dire quand même aussi. Mais je reste sur l'Allemagne déjà. Okay. Mais surtout, c'est la dernière année a été vraiment la découverte des faiblesses de l'Allemagne. Parce qu'en fait, avec la crise sanitaire, les Allemands se sont aperçus que la transition numérique n'était pas là. Que, également aussi, il y a eu des problèmes, des inondations. Et l'Allemagne n'a pas été, on va dire, à la hauteur. Donc c'est vrai qu'il y a eu 15 années et la dernière année est, on va dire, pas forcément, on va dire, formidable. Et là, du coup, pourquoi ? Parce qu'en fait, on peut regarder, et c'est là où je trouve qu'il y a 2 faiblesses. 1, le manque de réactivité de l'administration allemande, qui a l'habitude, on va dire, d'être lourde, et donc face à une réaction, face à une situation inopinée, la réaction a mis du temps, donc un manque d'agilité. Deuxième chose, et c'est surtout une application rigoriste d'un concept qui était, on va dire, l'équilibre budgétaire, qui fait que le secteur public, c'est peu reluisant. Il y a des infrastructures qui sont lamentables. Il y a à peu près 10% du secteur autoroutier qu'il faudra refaire. Et donc le bilan, en fait, le passage de témoin à son successeur n'est pas si mirifique, parce que
Pourquoi ? Parce qu'il faudra remettre d'État les infrastructures, mettre la transition numérique, et puis à côté de cela... Attends, ce que vous décrivez là, c'est un potentiel de croissance phénoménal pour les 5 années qui viennent. Hein. Non, parce qu'en fait... Et en plus, ils ont les moyens de le faire parce qu'ils sont en surplus et budgétaire et commercial, Eric nous je vais mettre disait. un bémol parce que je vais compléter. Alors, du coup, transition numérique, infrastructure, il y a le vieillissement de la population, ça coûtera 45% du PIB en 55% en 2045, donc il faut de l'argent. Et puis surtout, donc, il faut réadapter dans le futur. Et du coup, on risque de voir une Allemagne pas du tout comme on la voit aujourd'hui, c'est-à-dire on risque de voir une Allemagne en vision plutôt endettée, donc avec moins rigoriste en termes de finances publiques. Ça n'arrivera jamais, ça. On verra. Mais ce qui m'étonne quand même, et moi quand je lis la presse française, et je ne sais pas si vous avez le même sentiment, Alice, à vous, c'est de dire qu'on devrait les remercier, quoi. Parce que si les Allemands n'étaient pas là, je ne veux pas paraphraser, mais... On dit merci, là, mais il ne faut pas aussi se mettre à genoux. Je veux dire, on les remercie. Parce que Eric dit l'euro, oui, s'il n'y avait pas l'euro aujourd'hui, on aurait eu, pendant la crise sanitaire, des taux d'intérêt à 15%, on aurait dévalué 2 fois. Mais il n'y a pas uniquement que ça, il n'y a pas que la crise sanitaire, il y aurait eu d'autres choses. Mais l'idée est que il faut les remercier, mais il ne faut pas tout... Alice ? Oui, tout de même, enfin, il y a peu de dirigeants de pays qui partent avec évidemment un bilan 100% positif. C'est sûr qu'il y a eu... Et une cote de popularité au plus haut quand même. C'est le cas de le dire. Que je mettrais en bémol sur la dernière année. Probablement, mais en tout cas, elle a toujours été d'une solidité importante, d'une stabilité significative. Elle a incarné quand même une femme dirigeante, et il faut quand même le dire. Elle était classement Forbes comme une des femmes les plus influentes du monde, les plus puissantes du monde pendant des années et des années. Donc je trouve que ça a rendu service à l'Europe. Moi, je suis d'accord avec Marc. Heureusement qu'on avait l'Allemagne, heureusement qu'on a l'Allemagne. Alors après, la suite de l'histoire, il y a des corrections à faire. Mais ça peut venir. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord avant de passer la parole à Marie? Non, avec sur la dernière année, vous voyez, la dernière année, pour moi, c'est peut-être la meilleure d'Angela Merkel, parce que c'est à ce moment-là où elle prend conscience qu'il n'y a pas que l'Allemagne, et qu'elle essaye justement de faire un plan de relance au niveau de l'Europe. Et donc, ça a vraiment un changement de pied. C'est venu avant, non, c'est 2012, attendez, 2012, quand Mario Draghi dit quoi qu'il en coûte, il a quand même Angela Merkel qui lui dit tu peux y aller. Oui, parce que sinon, il n'irait pas sans l'Allemagne, la Banque Centrale Européenne, elle ne peut rien faire. Oui, d'accord. C'était un petit pas, d'accord. Enfin, énorme pas. Non, mais d'accord, oui, mais c'est quand même Mario Draghi qui a pris la décision. D'accord, même mais sans la signature de l'Allemagne, la décision, c'est pas avec la signature de l'Italie qu'on aurait... La Banque centrale elle l'est pas, vous le savez. Oui. Mais par contre, en 2020, ils prennent la décision avec Emmanuel Macron de faire les 750 milliards d'euros. Vous voyez, ça, en Allemagne, ça a du mal à passer. Mais c'est passé. Heureusement qu'il y a eu ça. Heureusement qu'il y a eu ça. Marisol Michel, une seconde. 30 secondes après. Moi, je suis d'accord avec vous, Marc, sur l'aspect, beaucoup de respect pour cette personne qui a incarné donc, le sérieux et la durabilité au pouvoir pendant 16 ans. Je vous rappelle qu'elle a eu 4 mandats et donc une durabilité encore supérieure à celle de Margaret Thatcher. Donc beaucoup de respect. De mes idoles et de celle d'Éric Rier aussi. Qui était resté 11 ans au pouvoir. Donc beaucoup de respect pour cette personne et aussi pour son sérieux qui dénote, je dirais, par rapport à beaucoup d'hommes politiques. Et c'est un peu, pour moi, l'anti-Trump, Angela Merkel. Mais quand on creuse un petit peu plus son bilan, en fait, si on se pose la question de qu'est-ce qu'elle a vraiment fait pour marquer son époque, alors elle a accompagné ce formidable succès économique de l'Allemagne. C'est énorme. Elle n'a pas fait de bêtises, mais est-ce qu'elle a pris vraiment des décisions importantes pour changer les choses face aux transformations radicales que nous sommes en train de vivre? Je rejoins un petit peu elle a fait Michel rentrer 1 million d'émigrés. C'était la révolution digitale. La révolution digitale n'a pas été vraiment préparée en Allemagne. Le passage à la voiture électrique, donc les Allemands dépendent énormément de l'automobile, comme vous le savez, dans leur économie. Ils sont en train de le faire. Ils vont le faire. Ils sont en train de le refaire en 2021. Mais ça va très vite. Oui, mais ils auraient pu préparer les choses. Regardez, ils n'étaient pas parmi les précurseurs. Les Chinois ont été beaucoup plus en avance, les Américains aussi. Donc, elle a manqué un petit peu de vision, je dirais. Et puis, sur le chantier de l'environnement, on en a parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Elle a pris une décision à la suite du problème de Fukushima en 2011, d'arrêt complet du nucléaire du jour au lendemain, sans concertation avec ses alliés européens. Et ça a été, comme on le disait, une mauvaise décision, puisque du coup, ils ont été obligés de se reporter vers les énergies thermiques, très consommatrices
émettrice particulier. très émettrice de CO2. Voilà, donc sur quelqu'un de très sérieux qui a su accompagner les choses sans faire de faux pas, mais qui a manqué sans doute de vision en interne. Et moi, je dirais aussi qu'elle a manqué de vision en externe sur le plan européen, puisqu'elle était assez, je dirais, repliée sur elle-même. La politique internationale de l'Allemagne, c'était surtout de soigner ses intérêts commerciaux, je dois dire. Donc, non-interventionnisme dans les grandes querelles internationales, avec les Chinois ou avec Poutine. Bon, on s'en mêle pas parce qu'on a des intérêts commerciaux. Et sur le plan européen, bon, c'était une politique qui était prônée largement inspirée par l'Allemagne, donc une politique européenne qui serait à l'allemande plutôt que adaptée à l'ensemble des partenaires. Alors elle est très drôle parce qu'elle fait ça, c'est-à-dire c'est pire que tout ce que m'a dit Emmanuel Le Chypre en hurlant, et elle commence en disant, elle se dit bon, je vais pas le fâcher parce que le type il est un peu bloqué, c'est le genre de vieux con, on va le laisser tranquille. Donc ce que vous dites, je suis assez d'accord, mais derrière elle l'a démolie, vous l'avez détruite, non, parce qu'on a vous l'avez pulvérisée. Pas du tout, on a tellement d'hommes politiques qui font des qui prennent de mauvaises décisions. Elle n'a pas pris de mauvaises décisions. Elle a manqué de vision. Michel, très rapidement, il y a un grand problème, il y a un grand enjeu pour l'Allemagne dans le futur, c'est comment gérer ses relations avec la Chine, qui fait de plus en plus introduire. C'est un enjeu pour nous tous, hein, non ? Oui, mais plus pour l'Allemagne, parce que l'Allemagne exporte beaucoup d'équipements pour la Chine. Donc c'est sûr que nous, comme on vend rien, on risque rien. Voilà, un peu moins, on va dire ça que ça. Et elle doit gérer ses gérer ses relations commerciales, ça va être compliqué. Pour connaître, là aussi. Allez, on va passer à un autre sujet, un autre de mes dadas. C'est est-ce que les gouvernements et les banques centrales, c'est mon opinion, je vais demander la vôtre, ont-ils surréagi à la crise? Et si les gouvernements avaient trop fait et plus que n'était nécessaire, s'ils avaient surréagi? On a eu un rapport intéressant du Conseil, un autre rapport d'un haut conseil d'analyse économique qui montre par exemple que les TPE et les PME d'un des secteurs qui aurait dû être totalement pulvérisé, le plus touché, c'est-à-dire l'hôtellerie et la restauration, qui finalement sont dans une très bonne situation de trésorerie. Donc trésorerie pléthorique des entreprises, épargne surabondante des ménages. Éric Heyer, est-ce qu'on a mal ciblé l'aide? Est-ce qu'on a trop aidé? Est-ce qu'on en fait trop? Et ce qui fait qu'on a aujourd'hui ces ruptures d'acheminement, ces problèmes de pénurie, ces hausses de prix? Non mais quand on fait le bilan, c'est toujours plus facile de dire on aurait pu mieux faire. C'est pas ce que je dis. Hein. Non, mais je me pose la question. Je dis pas on aurait pu. En tout cas, moi, c'est sûr que non. Mais je dis simplement, est-ce que a posteriori, moi, je pense que, voyez. Au moment où cette crise arrive, il était normal que le quoi qu'il en coûte arrive. C'était normal, c'était une décision des administrations de fermer l'économie, de fermer les cafés, les restaurants, de demander aux gens de rester chez eux. C'était normal qu'il y ait une prise en charge et qu'on ne soit pas pénalisé parce qu'il y avait cette pandémie. Donc, après, il fallait aller vite et arroser large. Bon, on voit ensuite qu'on est allé avec un Canadair, il y a des endroits qui ont été un peu trop arrosés, mais curieusement, c'est dans l'hôtellerie, la restauration. Vous voyez, moi, je pensais que c'était dans d'autres secteurs. Ce secteur-là a été martyrisé quand même par cette crise. On a arrêté, il y a eu le tourisme. Et bon, mais malgré ce, on a essayé de faire au mieux. C'est-à-dire qu'il faut se souvenir, au tout début, on n'en faisait pas assez. Le premier confinement, ils perdaient de l'argent. Et c'est le deuxième partie de l'année 2020 où ils ont élargi avec un certain nombre d'aides. Et peut-être on est allé trop vite, mais c'est pas si grave que cela. Vous voyez, en fait, c'est pas si grave. Pourquoi? Non, mais je vais vous expliquer. Eric, c'est pas si grave. Vous êtes gentil, mais je veux dire, il y a quand même derrière, il y a de la dette, il y a du déficit. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas si grave. C'est que effectivement, regardez, là on dit les ménages ont épargné. Là, en 2020, 98 milliards en plus de d'habitude. D'habitude, ils épargnent 220 en 2020. 98 milliards en 2020 et effectivement... On est à 167 exactement, milliards. Exactement, et après 2021, ça continue, on n'a pas encore le chiffre définitif, ça risque d'être 160. C'est du gaspillage. Non, c'est pas du gaspillage. Parce que effectivement, la contrepartie, c'est le déficit et la dette, mais vous voyez, de deux choses l'une. Soit on veut financer le déficit et la dette, et on va reprendre ce supplément, et donc il y aura des hausses d'impôts pour ceux qui ont fortement épargné, etc. Soit ces gens-là vont reconsommer, donc l'activité va repartir, les recettes vont repartir, et le déficit va se résorber. Donc, vous voyez, en gros, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce plan de relance n'a pas encore porté ses fruits. C'est-à-dire que ces fruits-là... Pour l'instant, oui, il n'a même pas démarré. Quoi. Non, on est dans un plan de soutien. Voilà. Non, mais la surépargne, vous voyez, qui fait partie du plan de relance, enfin, les plans de soutien, pour l'instant, ça s'est figé sur les comptes en banque, parce qu'on n'a pas encore complètement réouvert l'économie. Ça va aller dans l'économie, donc il faut attendre avant... J'ose pas lui passer la parole à Marisol. Et donc, non, mais une dernière phrase... Elle va me démolir. Stiglitz disait, il faut faire attention au capital. Non, mais d'accord. Non, mais au capital des communistes. Non, mais
un économiste. Le capital missing, c'est-à-dire si on n'avait pas fait cela, si on n'avait pas pris ces mesures-là, où on en serait en termes de tissu productif, d'accord, où on en serait en termes de... C'est pas ce que je dis, hein, je dis qu'on n'en a pas trop fait. Et Michel Rumi, vous qui êtes économiste comme Eric, je veux dire, vous vous dites pas quand même que l'économie c'est fait de cycles et il faut l'accepter? Alors je compléterai d'abord ce que dit Eric, c'est en fait le gouvernement a acheté une paix sociale. Il a arrosé pour imaginer s'il n'avait pas fait ça, il y aurait eu un taux de chômage énorme, mais je vous explique pas les nombres de faillites. Oui, donc, comme à chaque crise. Hein. Oui, mais là il a mis le paquet parce qu'on ne savait pas. On n'accepte plus les crises. C'est quand même quelque chose de très nouveau. Oui, mais la difficulté est que cette crise, on ne savait pas quelle était la longueur. C'est toujours le problème de l'amplitude et de la longueur. Je comprends, mais là, du coup, on a dit, on va mettre le paquet pour être tranquille. Mais je reviendrai aussi, deuxième chose, l'aide de l'État, principalement pour les entreprises, ce sont les PGE. Or, quand il aide les entreprises, il est caution, il ne donne pas l'argent. Donc c'est une somme virtuelle. Ouais, d'accord, sauf une partie des PGE dont on sait déjà qu'ils ont été abandonnés. Peut-être, mais majoritairement, c'est une caution, donc il n'a pas donné l'argent. On va dire ça. Mais ce qui me choque, que soit Eric, soit vous, c'est que, je veux dire, vous avez étudié évidemment les cycles et tous ces phénomènes-là, et comment on peut se dire, comment on peut jouer aux apprentis sorciers en disant, finalement, l'économie, c'est moi. Mais c'est pas un cycle là, c'était pas un cycle économique, c'est pas une crise financière, c'était pas une crise bancaire. C'est exogène. À un moment, on a pris une décision pour sauver des vies humaines, on a pris une décision administrative de fermer l'économie. Là, il est normal que le coût de cette décision ne soit pas à la charge de certaines entreprises qui se portaient bien ou de certains ménages qui ont joué le jeu. Donc c'était normal. Avouez que c'était nouveau. Mais oui, on a eu la grippe espagnole, il y a eu un impact sur l'économie mondiale. Alors là, oui, non, mais d'accord. Mais il valait mieux. Je prends un exemple un peu caricatural. Beaucoup de morts et. C'est pas ce que je dis. Donc du coup, pour sauver, et pour qu'il n'y ait pas trop de décès, évidemment, c'est pas ce que je dis. On a mis sous cloche l'économie et on a considéré qu'il fallait que ce soit les administrations publiques qui prennent à la. Mais on n'a pas laissé le capitalisme fonctionner normalement. C'est vrai. Non, mais je pense qu'en fait, c'est complètement dans la continuité de ce qui. Enfin, depuis 2008, en fait, on ne fait qu'augmenter et faire croître en fait la dette des pays, et donc on continue à imprimer des billets et on est complètement piqué à ça. Mais je pense que ça va continuer et ça fait un peu penser d'ailleurs, c'est pas tout à fait ça, mais un peu à l'hélicoptère monnaie, quoi. Il y a un petit côté. C'est la première fois qu'on va voir vraiment ce que ça donne, parce qu'on a crédité des comptes quand même. Alors oui, il faut. Aux États-Unis, on a donné des chèques. Aux États-Unis, on a donné des chèques. Mais c'est le gouvernement qui soutient lui-même. Enfin, on joue. Et donc on va sur voir si l'hélicoptère monnaie, en fait, cet argent qui est donné aux gens, en fait, va créer plus que ce qui a été donné pour créer de la croissance et tout ça. Pour 1 euro distribué, est-ce que ça va générer 2, 3, 4 euros ou pas? C'est assez intéressant. Pour Marisol Michel, pour l'instant au pire. Non, un tout petit mot. Effectivement, on en a fait beaucoup plus que les autres crises. Et donc Alice parlait de la crise de 2008-2009. On a été bien au-delà en termes de soutien à la fois des gouvernements et des banques centrales. Et les deux se combinant, le soutien a été sans commune mesure avec la précédente crise. Et quand vous dites, vous parlez au passé, on continue. Hein. On continue. Et donc les effets, on va les voir au fur et à mesure, je dirais, puisque tous les plans de relance ne sont pas encore mis en œuvre. Et donc ça va continuer. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, c'est facile de soutenir, enfin c'est facile, c'est quelque chose de soutenir et d'injecter des liquidités, mais ça me fait penser un peu à un tube de dentifrice, facile d'appuyer sur le tube de dentifrice et de faire sortir le dentifrice, mais très difficile de le faire rentrer. Donc couper... Vous parlez quoi là? Vous parlez de la dette, cette drogue... les injections de liquidités, le soutien, couper cette drogue, c'est difficile. C'est difficile pour les banques centrales, ça va être difficile pour les gouvernements aussi. On a soutenu à bout de bras les entreprises. Qu'est-ce qui va se passer quand on va couper la drogue? C'est dans la tendance des nouveaux monétaristes, toute cette dynamique qui consiste à dire la dette, c'est pas très grave, finalement. Juste une seconde, tant que les Michel. monnaies tiennent, ça va. Brièvement, quand il y a l'adverbe trop... Quand il y a le verbe trop, je compare par rapport aux autres pays européens. On a fait légèrement plus que l'Italie. Je parlais en général, hein. Je ne parle pas forcément de la France. Je parle globalement. Mais déjà une première comparaison. On a fait un peu plus que l'Italie, un peu moins que l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni. Donc on est toujours dans la moyenne basse, la France. Donc on se situe, comme d'habitude, intermédiaire. Mais on a fait bien ce qu'il fallait, on est à l'image des autres. Mais après, maintenant, c'est pas tant de faire de la dette, c'est comment utiliser éventuellement cette dette. Est-ce que ça va se répercuter sur la croissance et faire repartir la machine?
Est-ce qu'on va réussir à faire rentrer le dentifrice très rapidement dans le tube? Mais il faut surtout pas essayer de le faire rentrer trop rapidement. Non, mais c'est-à-dire que non, mais ce qu'on a compris avec la crise de 2011, hein, donc après la crise de 2008, c'est que quand on essayait de faire rentrer le dentifrice trop vite dans le tube, ça le faisait ressortir en gros, et on n'y arrivait pas. Donc ça veut dire que il va falloir qu'on se fixe tous ensemble. Ça aussi c'est important, de façon très coordonnée avec le reste du pays. C'est-à-dire que si on essaie de le faire trop vite et tous ensemble, on va pas y arriver. Donc il faut le faire de façon très synchronisée en Europe et avec une durée assez longue, c'est-à-dire qu'il faut se dire, voilà, on a un objectif, c'est de revenir à l'équilibre dans 5 ans. D'abord, c'est un pays qui commence, celui qui est sorti le plus vite de la crise. Tiens, c'est l'Allemagne. Eh ben, tu commences, mais ça va aller vite parce que vous n'avez pas trop de soucis. Le deuxième, c'est la France. Le troisième, c'est l'Italie. Ne le faisons pas tous ensemble. Et il faut que la politique monétaire, du coup, les banques centrales, continuent à agir pendant que les États font cet effort-là. Il faut surtout pas qu'on resserre tous en même temps, et sinon, ça va faire une nouvelle récession. Pour une fois, je suis d'accord avec Eric hier, puisque sans Angela Merkel, on n'y arrivera pas. On se retrouve en deuxième partie d'émission. BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino. Bon alors en gros, si vous avez suivi la première partie, donc je disais Angela Merkel, top, ils m'ont tous dit les 4 nuls. Surtout Marisol Michel qui l'a fait avec une toute petite voix, qui l'a démoli, mais alors même le Chypre aurait pas osé faire ça. Et puis après j'ai dit que les banques centrales étaient trop intervenues, les gouvernements aussi, on m'a dit non. Bon alors je vais tenter ma chance avec donc Michel Rouimi qu'on appelle le professeur. C'est comme ça, c'est votre nom. Professeur est un peu comme la Casa des Papel. Mrs. Robot. Yes. Alice Labou, le haut économiste. Éric Heyer, du Haut Conseil des Finances Publiques. Je suis très impressionné par ce truc. Haut Conseil. Le vertige. Ah ouais, franchement, je me dis. Et Marisol Michel qui s'est révélée, on va l'appeler la sulfateuse avant. Avec une. Allez, on va parler de. Ah, c'était un petit moment de nostalgie cette semaine sur les marchés. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans. Je voudrais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas. Un temps où quand il y avait de l'inflation, les taux montaient, quand les taux montaient, les indices boursiers baissaient. Eh bien, on a eu un peu ça cette semaine et j'avoue que j'étais agréablement surpris, pas que les marchés baissent, mais de voir enfin, après, depuis la crise sanitaire, mais surtout depuis 2008, voir enfin les marchés réagir en fonction de l'offre et de la demande et pas uniquement des flux. Alors, ce bref retour aux règles qu'on a apprises à l'école, surtout moi, Alice Labou, ça vous a surpris ou pas du tout? Oui, moi aussi j'avais appris ça à l'école, hein, mais c'est ce qu'on disait mais beaucoup avant. plus tard que moi. Les choses ont changé et les choses, on continue à être piqués aux liquidités. Donc c'est sûr qu'on est encore dans une période où, a priori, les marchés ont de beaux mois, voire de belles années devant nous. Et surtout, comme il va falloir beaucoup de temps, on le disait aussi, avant qu'on remette en place une situation monétaire à peu près normale, pour justement sortir progressivement de la situation actuelle, je pense que ça va continuer à monter. Donc le fait que ça donc respire c'était, on se dit, bon, c'est comme aller à une soirée disco déguisée. Voilà. Bon, c'est sympa la soirée, mais le lendemain, on est en 2021. On remet son costume et c'est reparti. Mais bon, il y a des raisons, hein, évidemment, vous l'évoquiez pour la baisse des marchés. Mais dans l'ensemble, en tout cas, moi, je pense que c'est 5 et une petite baisse et puis ça va repartir. Marisol Michel, vous êtes d'accord pour dire qu'on n'a plus les mêmes repères? Alors, je parle comme un vieux con, mais c'est pas grave. On n'a plus les mêmes repères qu'avant quand on intervient sur les marchés, c'est-à-dire qu'on est... C'est vrai que depuis, je dirais, depuis un an, même depuis, et même vous dites peut-être pas depuis plus. 2009, 2010. En tous les cas, depuis la décision des banques centrales d'injecter massivement de la liquidité, les corrections sont quelquefois un petit peu violentes sur quelques jours et ça repart rapidement. Donc on a eu ça plusieurs fois dans l'année, dans l'année 2021, correction de 2-3% et très rapidement c'était corrigé. Là, cette fois-ci, j'ai l'impression que la correction va être un petit peu plus longue, donc elle a déjà débuté, donc tirée par le mouvement que l'on a pu voir de remontée des taux longs, qui lui-même est lié aux craintes concernant l'inflation et concernant les matières premières. Donc ça pourrait continuer un petit peu plus, mais moi aussi je reste confiante à horizon de 12 à 18 mois pour nos marchés. On va parler marché tout à l'heure. Et Éric Heyer, le niveau des taux d'intérêt, moi je comprends que les banques centrales fixent les taux d'intérêt à court terme, ça j'ai appris ça,
mais qu'elles arrivent à fixer des taux d'intérêt à long terme. Jusqu'à quand elles peuvent le faire? C'est-à-dire jusqu'à quand on peut dire un pays surendetté avec de l'inflation et un peu de croissance comme la France emprunte à 0,15? Combien de temps on peut avoir des taux à 1,50 aux États-Unis alors qu'on a 5-6% de croissance, qu'on a 4% d'inflation? Ça vous choque pas, vous, en tant qu'économiste? Si, habituellement, normalement, le taux d'intérêt à 10 ans doit refléter à peu près la croissance nominale de votre économie, c'est-à-dire la croissance en volume, plus l'inflation. Donc, effectivement, aux États-Unis, puisqu'ils ont à peu près 2 d'inflation, 2,5 d'inflation et à peu près 2,25 de croissance potentielle, les taux à 10 ans devraient être aux alentours de 4,75, 5 pour arrondir. Effectivement, on est à 1,5. Voilà. Donc là, effectivement, là, en économie, on devrait avoir l'égalité. Alors pourquoi on a cet écart finalement? Bon, bien sûr qu'il y a les banques centrales, mais pas que. Vous voyez, même avant l'intervention des banques centrales, vous voyez, maintenant, la Banque centrale européenne n'est intervenue, le quantitative easing, qu'en 2015. Et les taux, pourtant, baissaient, pas pour tous les pays, mais mettons pour la France. Oui, mais à l'époque, ça se comprenait. Mais ça se comprend toujours pas. On était en déflation, on avait une croissance mais là, qui était ça anémique. se comprend aussi. En fait, ce qu'il faut avoir dans le monde, c'est qu'il y a il y a un excès d'épargne. Mais sans parler des interventions des banques centrales. Il y a un excès d'épargne, pas assez d'investissement. Cette épargne, il faut bien qu'elle aille se loger quelque part. D'accord? Et il faut de l'épargne sans risque. Et aujourd'hui, si vous voulez avoir de l'épargne sans risque, il n'y a pas grand-chose en triple A, etc. Et donc, vous allez placer cela dans... de cette épargne, elle vient quand même de l'argent qui est injecté par les banques centrales. Non. Alors, c'est-à-dire qu'il y a les deux. C'est-à-dire que même si vous enlevez avant les injections, il y a quand même une épargne gigantesque. Aujourd'hui, plus personne n'investit. Il n'y a que la Chine qui investit. Sinon, les autres pays... Donc il y a trop d'argent dans le système. D'accord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'investissement. C'est un peu des pays vieillissants, c'est lié à la démographie, c'est lié à un certain nombre de phénomènes. Donc c'était tendanciel. Mais alors bien sûr, ça s'est accéléré et ça s'est maintenu avec l'action des banques centrales. Mais l'action des banques centrales, c'est plutôt arrivé, encore une fois, un peu tardivement dans cette tendance séculaire, quand même, pas séculaire, mais en tout cas 20 ou 30 ans de baisse des taux d'intérêt. Alors si vous mettez en plus l'inflation là-dedans, les taux d'intérêt réels n'ont jamais été aussi bas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous dites, ça y est, on retrouve un peu les manuels, c'est-à-dire que quand il y a l'inflation, les taux d'intérêt... Je suis sur une semaine, mais c'est quelques... Non, mais vous avez raison, mais en fait, ce qui est très étonnant, c'est que l'inflation repart, les taux d'intérêt augmentent tout doucement, donc les taux réels continuent à baisser. Mais vous êtes d'accord pour dire quand même que techniquement, moi j'essaye de comprendre ce qui se passe techniquement, c'est bien les banques centrales qui achètent des emprunts d'État, et donc qui les achètent, donc font monter les prix, et quand elles font monter les prix, elles font baisser les taux. Alors, vous voyez, en Europe, c'est pas exactement cela, parce que vous voyez, elles achètent à des banques, d'accord? Donc c'est pas de l'argent qui c'est oui, sûr. C'est indirect. Ah mais non, parce que si les banques, c'est une arnaque ça. Ah non, c'est pas une arnaque. C'est-à-dire que si les banques n'utilisent pas... contourner le règlement des banques non, mais centrales. oui, mais d'accord, mais les conséquences sont pas les mêmes parce que, vous voyez, c'est de l'argent qui est dans un compte en banque auprès de la banque centrale et la banque peut l'utiliser ou pas pour faire du crédit. Imaginons que la banque ne désire pas proposer les crédits, cet argent reste gelé dans ses comptes en banque. Donc attention, c'est pas la même chose. Ça va continuer, Michel Rumi, les taux d'intérêt, est-ce qu'ils vont monter et s'ajuster pour refléter la réalité de l'inflation et de la croissance économique? Alors, je commencerai là-dessus, avant de terminer. C'est que l'impact de la Banque centrale sur les courts termes, après, il y a une onde sinusoïdale en temps normal. C'est-à-dire qu'il y a un impact court terme, puis après, le marché fait son travail. Ce qui n'est plus le cas. Oui, c'est plus le cas. Donc, la question qui se pose, et ça reprend ce que disait Eric, c'est-à-dire à 10 ans, c'est la croissance potentielle. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que les taux, en même temps, on va avoir trop d'argent, et la grande difficulté, c'est que aujourd'hui, tout va dépendre en fait du scénario au-delà des 12-18 mois dont parlait Marisol. Aujourd'hui, concrètement, c'est quoi? C'est que tout le monde pense que l'inflation est temporaire et qu'on risque d'avoir une croissance, on va dire, relativement faible avec un peu d'inflation. Mais la problématique est là. Supposons qu'il n'y ait pas de croissance et qu'il y ait de l'inflation. Quid que vont faire les banques centrales et les gouvernements? Que s'il y a une croissance atone et beaucoup d'inflation, du coup les banques centrales ne vont pas remonter les taux, au contraire elles vont devoir gérer parce qu'on risque de rentrer dans une stagflation, etc. Et c'est ça qui pose le problème. C'est que pour l'instant les marchés considèrent que au-delà des tensions actuelles qui sont de l'ordre jusqu'au premier semestre 2022, après, on risque de trouver sur une situation normale de croissance avec un peu d'inflation. Donc on anticipe déjà après-demain, quoi. Jusqu'en 2022, aujourd'hui, les faibles corrections, c'est croissance, inflation temporaire. Au-delà du premier semestre 2022,
quid de l'inflation, et là, ça peut changer complètement la donne. Éric Heyer, mais juste pour compléter, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas très bien répondu à votre question sur jusqu'à. Mais vous voyez, ces actions-là des banques centrales, il fallait les faire. Sinon, enfin, encore une fois, le contrefactuel était compliqué. Maintenant, le défaire, d'accord, ça a provoqué, ça a été bien, ça a permis quand même de sauver un certain nombre d'économies, mais ça a provoqué des bulles immobilières, des bulles financières et une bulle obligataire. Si vous retournez très vite le mouvement, comme on a pu le faire en 2007, vous faites exploser. Donc du coup, c'est là où les banques centrales vont être très prudentes et vont faire du forward guidance en essayant de le dire très clairement comment on va sortir de ces éléments-là, mais ça va prendre, moi je pense, des décennies avant de sortir, sinon on va passer dans une nouvelle crise et on va demander aux banques centrales de revenir, et donc ça sert. Et la problématique future sera, à supposer qu'on ait une stagflation, c'est comment soutenir l'économie et en même temps, c'est-à-dire faire des taux d'intérêt et absorber ces liquidités en trop. Et c'est ça, et on va voir le fine-tuning, on va dire ça. Allez, on parle tout de suite des marchés, on va compléter ce qu'on a dit. Alors si on regarde les chiffres, le CAC 40 depuis le début de l'année, 17,5%, le S&P 14,7%, le Nasdaq 12%, l'Eurostock 14%, le Nikkei 4,8%, Shanghai 2,74%. Aujourd'hui, vous nous disiez, Marisol Michel, vous n'êtes pas inquiet sur les niveaux globaux du marché. Je voulais juste poser une question. Est-ce que on a toujours dit les marchés montent parce que there is no alternative, il n'y a pas d'alternative au fait d'avoir des taux d'un déplacement sans risque à 0%. Est-ce que maintenant qu'on commence à avoir des placements sans risque à 1,5%, comme aux États-Unis, ce qui explique d'ailleurs que le dollar monte, puisqu'il y a beaucoup d'argent qui va là-bas pour le différentiel de taux d'intérêt, est-ce que quelque part c'est une alternative? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire maintenant il y a une alternative aux actions, ou est-ce qu'encore les actions ça reste la seule voie pour les placements? Pour moi, des taux obligataires à 10 ans aux États-Unis à 1,5, c'est pas vraiment une alternative. Okay. Je vais vous expliquer pourquoi. Expliquez-moi. On a dit que donc les taux étaient en train. On peut m'expliquer quelque chose aujourd'hui. Éric, je vais vous expliquer. Je dis bon, d'accord, allez-y. La raison, c'est que les taux sont en train de monter. Les taux à 10 ans sont en train de monter. Or, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, quand les taux montent, le prix des obligations baisse. Oui. Donc, si vous achetez des obligations d'État US à 1,50 de rendement aujourd'hui et que les rendements passent à 2%, à horizon de 6 mois, disons, vous allez perdre de l'argent avec vos obligations. Sauf si vous les gardez 10 ans. Si vous les gardez 10 ans. Si vous les gardez à maturité, oui, mais le marché obligataire, c'est un marché de secondaire aussi. Ouais. Donc voilà. Donc pour moi, c'est pas vraiment intéressant, surtout qu'en plus, comme on l'a dit ici, l'inflation est quand même plus élevée qu'avant. Donc l'inflation aux États-Unis, elle est en train d'être elle est à 4% à l'heure actuelle. Donc si on réduit, si on déduit tout ce qui est alimentation et énergie, on tombe à 2. Mais même en prenant 2%, vous êtes en négatif. Vous perdez de l'argent en investissant sur les obligations en taux réel. Donc pour moi, quand il y a de l'inflation, le seul intérêt, c'est d'aller vers les actifs réels. Les actifs réels, c'est donc l'immobilier et les actions. Alice, vous êtes d'accord, j'imagine? Alors, je suis vraiment d'accord. Et quand on dit, parce qu'on peut dire, on entend beaucoup de gens qui disent le marché action est cher, le marché action est cher, on a des valorisations élevées et tout ça. Bon, moi, je vois quand même pas mal de sociétés qui sont cotées en bourse, qui se décotent des marchés pour aller dans le private equity où elles se font acheter plus cher. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une situation où there is no alternative, c'est totalement encore d'actualité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre alternative. Éventuellement, le private equity aurait pu être une alternative, donc le non coté, pour ceux qui nous écoutent, investir dans des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. Simplement, aujourd'hui, les valorisations sont extrêmement élevées puisqu'il y a eu énormément de flux d'argent donné à ces fonds d'investissement, et c'est même plus les fonds qui prennent les décisions d'investissement, c'est les patrons des bonnes sociétés qui disent je veux bien ce fonds-là parce que mon package dirigeant est bon, parce que la valorisation que vous allez donner à ma société est élevée. Donc je pense qu'il y a encore de belles années sur les marchés financiers et je suis très optimiste. Éric Heyer, juste un point de détail, on dit toujours, c'est un point technique, mais il y a l'indice d'inflation et puis on prend le corps, c'est-à-dire en enlevant, j'ai compris qu'on enlevait l'alimentation et l'énergie parce que c'était trop volatile, mais je trouve ça absurde, non? Parce que l'alimentation et l'énergie, ça fait partie du panier des dépenses. Comment on peut l'enlever? C'est-à-dire expliquer à un ménage que non, mais on l'enlève pas dans le sens. Oui, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir plusieurs indicateurs. L'inflation, on ne sait pas pourquoi l'inflation augmente. Il y a plusieurs causes à l'augmentation de l'inflation, et donc on a envie de connaître les différentes causes. Quand je suis une banque centrale, d'accord, j'essaye de lutter plutôt contre le sous-jacent, l'augmentation, parce que j'ai la main là-dessus.
là-dessus. Si l'inflation augmente parce que le prix du baril augmente, comment la Banque centrale peut jouer là-dessus? Non, c'est l'OPEP, et imaginons l'OPEP+, qui décide de baisser l'offre. Donc du coup, la Banque centrale peut pas lutter contre cette inflation-là. En revanche, si l'inflation vient du sous-jacent, c'est-à-dire parce que votre économie tourne à plein régime, parce que les salaires augmentent, etc., là, la Banque centrale peut venir refroidir. Pour le pouvoir d'achat, bien sûr, c'est pas le sous-jacent. Des gens comme c'est nous, vraiment... pas comme vous, mais des gens comme nous. Bien sûr, vous avez... Pour la France d'en bas. Bien sûr que vous regardez que l'indice des prix à la consommation. Merci, vous me rassurez. Et sortez plutôt les produits de luxe, parce que vous y allez, jamais. Voilà. Et les restaurants chers, en plus, enlevez tout cela, et vous aurez votre vrai pouvoir d'achat. En revanche, la Banque centrale, elle préfère regarder le sous-jacent, parce que ça lui dit plus sur son action. Alice Labou, le mot de la semaine pour vous. Ah, alors, moi, vous avez vu ce que j'ai mis? Ah non, moi je regarde jamais avant. Pour avoir la surprise, comme ça je fais ah. Alors, vous êtes prêts pour la surprise? Ouais. Trendex, ça vous dit quelque chose? Non, pas du tout. J'ai été interviewée cette semaine par un de vos confrères, Brut, qui m'a demandé mon avis sur une nouvelle plateforme de titrisation et ou de tokenisation des célébrités. Figurez-vous que les joueurs de foot et autres, les influenceurs, les chanteurs peuvent s'inscrire sur cette plateforme et mettre des jetons proposés à leurs fans de parier sur leur réussite à venir. Et la baseline est évidemment, si vous aviez parié sur Mbappé lorsqu'il était en centre de formation, imaginez comme vous seriez riche. Et donc on m'a demandé mon avis, j'ai trouvé que c'était assez rigolo de voir qu'en fait le phénomène de tokenisation, donc de titrisation, c'est presque de la titrisation, c'est vous coupez un petit bout des choses qui ne peuvent pas se couper en petits bouts. Ben là on coupe un petit bout des personnalités en tout cas. Bon, après c'est pas mal de marketing. Je trouve que c'est vraiment un phénomène incroyable qui est en train et qui arrive de la blockchain et tout ce mouvement qui est vraiment absolument passionnant des tokens. Donc il y a plein de types de tokens, bon, on pourra en parler un jour, mais donc on m'a posé la question, j'ai regardé et j'ai trouvé que c'était rigolo de voir qu'en fait ces gens-là, principalement les influenceurs, c'est vraiment devenu des gens qui génèrent mais des sommes absolument colossales. Juste je disais là-dedans, vous allez finir à Dubaï vous avec les Marseillais de W9. Je vous sens. Non, surtout pas. Non. Ah non, pas à Dubaï, non, mais les Marseillais à Dubaï, non. Moi non plus, mais je trouve que c'est... Non, mais d'un point de vue financier, je trouve que c'est quand même intéressant de se dire, vous savez que si vous prenez l'ensemble des chaînes publiques, enfin, les grandes chaînes françaises, elles ont moins de followers sur Instagram que vous prenez 3 Marseillais, ils ont plus... Donc vous comprenez que les marques, en fait, communiquent plus. Quand on dit les Marseillais, il faut bien comprendre qu'on ne s'en prend pas aux Marseillais, c'est les Marseillais. C'est l'émission de télé-réalité. Parce que je ne veux pas avoir d'insultes ni personne qui m'attend à la sortie du studio. Marisol, quel est le mot qui a marqué votre semaine? Alors moi, je suis restée pile sur la temporalité de la semaine, et donc le mot qui a marqué ma semaine, c'est correction boursière. Ok. Donc qui a duré plusieurs jours quand même cette fois-ci. Mais c'est même pas, c'est une petite correction. Parce qu'une correction pour moi, c'était toujours 10%, quoi. On a fait 5%. Alors si vous regardez par rapport au plus haut du CAC de mi-août, on a perdu 7% sur le CAC. Bon, donc on n'est pas loin des 10. Hein. Ouais, et pour moi, la correction ne devrait pas dégénérer en forte baisse. Je pense qu'on s'arrêtera autour de 10% de baisse. À la fois sur le marché américain pas d'alternative, comme vous le dites, et sur les marchés européens. Donc on n'est pas loin du compte. Éric, le mot qui a marqué votre semaine? Congrès des HLM, parce que c'était là cette semaine à Bordeaux, et le Premier ministre est venu. Et ce qui m'a marqué dans son discours, c'est que c'est la première fois qu'un Premier ministre depuis 5 ans parle de crise du logement. Ça y est, le mot est lâché. Il y a une crise du logement. On a envie de dire, il faut attendre la fin du quinquennat pour avoir ça en tête. Alors que c'était dans le programme d'Emmanuel Macron, quand président, on a rien fait. Mais vous bouclez la boucle là, parce que la crise du logement. Oui. Vous répondez à ma question, est-ce qu'on a surréagi? S'il n'y avait pas autant d'argent, on n'aurait pas de bulle immobilière. Ah non, là, la crise du logement, c'est plutôt, il manque des logements. Oui, mais il n'y a pas que ça. Oui, mais d'accord. Il y a l'explosion des prix d'abord. Oui, non, mais d'accord. Okay. Donc vous pouvez dire qu'il y a une bulle immobilière aussi, mais il y a une crise du logement dans le sens où il manque des logements et il y a beaucoup de mal logement. D'accord, et c'est-à-dire que quand le logement on en parle juste pendant la campagne, quoi. Mais oui, mais vous voyez que c'est ça la meilleure des politiques de l'emploi aujourd'hui, c'est lutter contre ce mal logement et la crise du logement, et ça va être de plus en plus dur parce qu'avec l'artificialisation, la non-artificialisation des terres, et dans les villes, les maires qui maintenant veulent arrêter de densifier les villes, on se demande comment on va régler ce problème du logement, qui est un problème essentiel. On va tous aller vivre à la campagne. Michel Rumi, le mot qui vous a marqué de cette semaine? Moi, c'était l'économie britannique
avec ce qu'elle a subi avec notamment les chauffeurs. Et je me suis posé la question de savoir si ça pouvait arriver en France, entre guillemets. Alors, parler des gilets jaunes, non. Oui. Non. Et c'est donc, pas loin, non. c'est notamment l'impact, on va dire, de travailleurs venant hors de travailleurs étrangers. Donc, la première réflexion qu'il faut faire, c'est qu'il faut séparer les travailleurs hors Union et Union européenne. Et on s'aperçoit que les travailleurs étrangers, ce sont ceux qui ont les premières qualifications et pénibilité. Et en fait, généralement, le gouvernement fait appel aux travailleurs étrangers pour compenser, on va dire, le manque de main-d'œuvre. Et en fait, je pense que le problème qui se pose en France, il y a deux choses. C'est un problème d'emploi. On ne forme pas assez, donc il y a des poches de travail à faire. Et puis deuxième chose, quid des travailleurs étrangers. Et je ne fais pas de politique dans la mesure où on fait de plus en plus une robotisation et en même temps, on va avoir Vous allez énerver Alice Labou. Non, mais ça veut dire que généralement, on fait des travaux de manutentionnaire ou de caissier et aujourd'hui, c'est remplacé par des robots ou d'intelligence artificielle. Et quid demain si on les fait venir et il n'y a pas de job. Donc ça pose des problèmes. Allez, on passe tout de suite au top 3 avec un renversement incroyable puisqu'Eric Lewin a pris la tête avec 22,9%. Il a fait un carton notamment sur une société qui s'appelle Reward Media où cette société a pris 90% depuis le début de l'année. Pierre Chang est deuxième avec 19,3%. On a juste derrière notre bon Romain Burnand. Alors Alice, vous faites une belle performance, on est autour de 11%. Je vous donne votre portefeuille. Volontiers. Volontiers. Orpea. Orpea, on garde. On garde. ABB. ABB, on garde. IPG Photonics. On garde, ça s'est pris une petite baisse, mais on garde. Teradyne. Teradyne, on garde. Exobionics. Alors je rappelle, exosquelette, pas mal d'augmentation de capital, donc ça baisse, mais c'est pas grave, on garde. Insulet, Bico. Insulet, les pompes à insuline, génial. Là, vous avez fait un carton. là, vous On est à avez fait un 241% depuis qu'on en a parlé. Et 122 depuis le début de l'année, c'est quand même C'est sympa. ça. AstraZeneca, bon, c'était tout simple, mais il fallait y penser, ça fait 22% de hausse. C'est ça. On garde. Olympus. Olympus, on garde. TSMC. Ça, Oui. c'était votre dernière C'est des recommandation. Taïwanais qui fabriquent des semi-conducteurs. Vous avez Ouais, quand on même connaît un oublié peu. une société très importante qui était C-Link. Vous savez, ceux qui font de l'impression. Je l'ai. Voilà, maintenant ça Et là s'appelle aussi, Bico. vous avez- Ils ont changé de nom. Exactement. Juste, je donne 420% depuis qu'on en a parlé. Voilà. Donc je garde tout mon portefeuille en fait. Et aujourd'hui, Vous êtes contente de vous, en fait. non, il y a des choses où j'aurais préféré évidemment que les Non, mais performances c'est soient pas meilleures. grave, hein. Mais c'est des valeurs qu'on a nous gardées en portefeuille. Certaines ont bien marché, d'autres moins, mais on a décidé de les garder. En tout cas, elles nous conviennent bien. Et aujourd'hui, on ajoute une société qui s'appelle Horizon Pharma. Alors, ça fait peut-être pas rêver. C'est de la médecine dite de spécialité. C'est une société américaine. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, peu de gens vont vraiment sur les experts des maladies orphelines, des maladies génétiques. Or, c'est un marché qui est peu concurrentiel et qui en plus permet de générer des marges importantes. Grosso modo, c'est des maladies en fait qui touchent une population assez faible et donc finalement peu de laboratoires passent du temps à développer des produits dessus et eux ont développé des solutions notamment pour tous les problèmes articulaires et les rhumatismes liés à la goutte notamment. Pourquoi vous me regardez? Non, mais je sais pas, vous me parlez comme si ça me concernait. Je suis vieux, mais je suis pas à ce point-là quand même. Non, la goutte, c'est plutôt l'alcool d'ailleurs en général. C'est pas. Il y a les deux. Non, mais les rhumatismes, vous me regardiez de façon appuyée en parlant de rhumatisme. C'est dans la mesure où vous animez l'émission. Je me permettais. Ok, non, mais allez-y. Et donc, Permettez-vous. quand même, juste pour vous dire, un grand labo en général, c'est à peu près 20% de marge nette. Une société comme celle-là, qui est rentable, hein, je rappelle, c'est 35% de marge nette. Donc c'est absolument incroyable. Donc Horizon Pharma en France. Américain. Alors Marisol Michel, elle est arrivée en avril pour la première fois. Et puis elle nous a balancé d'un coup 5 valeurs. Et puis ces 5 valeurs ont pris tranquillement, 6 valeurs, ont pris tranquillement 6,9% depuis quelques semaines. Donc on a du FH, j'imagine qu'on garde tout, hein, Capgemini. Ouais, on a du STM, on a du CRH, Cement Randstone Holdings, on a du Pernod Ricard, 11,7% depuis que vous nous l'avez recommandé. C'est pour la goutte. Voilà. du Crédit Agricole, Crédit Agricole aussi. Qu'est-ce qu'on achète aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je rejoins Alice puisque j'avais prévu de vous parler d'Orpea. Donc, sans connaître la sélection Non, mais d'Alice. c'est pas grave. Alors, Orpea, pour ceux qui ne la connaissent pas beaucoup, donc c'est le leader européen des maisons de retraite. Il s'occupe aussi d'établissements de prise en charge de personnes qui ont des problèmes d'autonomie, de perte d'autonomie. Donc, ils sont présents dans 23 pays et ils sont numéro 1 en France, numéro 1 en Irlande suite à une petite acquisition qu'ils ont faite cette année, numéro 2 en Suisse et aussi très, très présents en Allemagne et en Espagne. Donc ils ont subi bien sûr de plein fouet, je dirais, la crise du Covid,
puisqu'il y a eu à la fois des décès de résidents, moins d'entrées, et puis donc des taux d'occupation qui ont été faibles. Mais ils sont en plein rebond. L'occupation qui a été faible, c'est horrible. C'est horrible, horrible. Oui. Ouais, non, mais d'accord. Non, mais je comprends, mais donc, ça reste horrible. Coût fixe, si vous voulez, c'est normal, ça a pesé sur leur marge, mais ils sont en plein rebond de leurs résultats. Donc, ils viennent de publier des résultats au deuxième trimestre en progression. La société a été fortement sanctionnée en bourse. Vous avez dû voir ça, Alice, puisque la valorisation est passée, c'était valorisé comme une star jusqu'à présent. 31 fois les résultats, c'est tombé à 22. Donc ça fait quand même une sacrée chute. C'est quand même pas mal. 22, oui, encore. 22 fois les résultats pour une société qui a une très forte, je dirais, récurrence de ses résultats. Donc des taux d'occupation qui montent, des marges qui montent également, un réservoir de croissance très important puisqu'ils ont 30% de la base installée de lits en construction. Donc il y a du potentiel. Et un taux de croissance qui traditionnellement était de l'ordre de 10% par an. En tout cas, je sens que je vous inspire parce qu'il y a une recommandation pour un truc pour les rhumatismes et l'autre pour, le service pour le service et l'autre pour des maisons de retraite. C'est sympa. Voilà. Je vois ce que je vous inspire et franchement, ça me fait tellement plaisir. Ça me remonte le moral avant le week-end. Bon, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités de marque. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont on me dit dans l'oreillette qu'elle sera déjà exceptionnelle.